Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, en lisant cet amendement, je me dis quand même que de bruit pour rien, quoi. Parce qu'on est tout sauf en train de supprimer l'IRFM, et d'ailleurs, heureusement, bon, on est en train de demander finalement qu'il y ait des justificatifs qui soient apportés par un député ou une députée sur les frais engagés. Bon, très franchement, pour travailler dans le secteur professionnel, je ne vois pas pourquoi seuls les députés pourraient comme ça dépenser de l'argent de l'État et ne pas amener de justificatifs. Donc tout ça ne nous choque pas. Bon, on a des questions qu'on se pose. Par exemple, sur la question de savoir si le remboursement se fait sur présentation de justificatif ou du versement d'une avance, il est évident qu'entre la première version qui nécessiterait que chaque député a suffisamment de fortune personnelle pour avancer l'argent et la deuxième qui nous rend égaux justement avec le fait qu'il y ait un versement d'une avance, nous préférons la deuxième et nous espérons que plus tard le bureau de l'Assemblée tranchera dans ce sens. Une vraie question est par contre sur la liste des frais éligibles, parce que ce doit être du ressort des députés d'avoir suffisamment de, j'allais dire, de possibilités de décider de ce qui est justement du frais inhérent à sa fonction. Il serait problématique qu'on décide par exemple que l'invitation avec des syndicalistes ne fait pas partie de frais possibles d'un député. Donc là, il y a une vraie question. Je peux continuer ? Il y a une vraie question. Bon. Mais au-delà de cet aspect, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'à travers cette discussion qui me semble de bon sens, on est en train de finalement centrer la loi une fois de plus sur la question des frais des députés, comme si le problème de la moralisation de la vie publique était centré sur ces questions et non pas sur les thèmes que nous avons essayé vainement d'aborder à travers toute une série d'amendements sur les questions d'oligarchie financière, de financement, etc. Et ça, c'est quand même le vrai problème de cette loi. Autrement dit, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ceux de nos collègues qui font valoir la nécessité de justifier l'IRFM ne peuvent pas être pris en défaut, parce que ça a été assez bien dit ici. Si c'est une dépense, si c'est une somme qui est affectée à des dépenses représentatives des frais de mandat, il faut en rendre compte, point, et être capable de faire la part des choses, et ça nous aide dans la vie de tous les jours. Mais à l'inverse, il faut aussi faire attention à ce que, comme vient de le dire notre collègue excellemment, et vous verrez que c'est ça qui va se passer, c'est un processus d'inquisition sans fin. Personnellement, ça me réjouit, et je viens à mon point. Pourquoi tout ceci a-t-il été mis au point? Pour rétablir la confiance dans la vie politique. Avez-vous le sentiment, au bout de 3 jours, que vous ayez fait avancer cette confiance d'un seul maître? Je crois le contraire. Et c'est pourquoi je veux vous remercier. Vous le savez, nous autres, nous sommes tenants d'une révolution citoyenne et d'un passage à la 6e République. Vous avez, mes chers collègues, avec beaucoup de talent, pendant 3 jours, et ça va continuer encore 2, creusé méthodiquement la tombe dans laquelle on va enfouir ce qu'il reste d'illusions sur le Parlement, détaillant qui ici a fait ceci, qui a fait tant mieux. Moi, je m'en réjouis. La confiance dans l'action politique va ressortir affaiblie de ce débat, à la fois par les... Mais je ne vous en fais pas le reproche, hein, moi j'en suis très content. À la fois par les choses qu'on a retirées et par tout ce qui aura été dit ici pendant des heures. Si bien que, écoutez-moi, j'en prends, permettez, c'est un instant de politique ou de philosophie politique. La prochaine crise politique qui arrive devant nous sera une crise de régime, parce que plus personne dans ce pays ne croira que qui que ce soit en état d'auto-réformer des institutions qui en sont rendues au point de réunir 500 personnes pendant des jours pour discuter de savoir de quelle manière on attribue les frais de mandat. Donc, bienvenue à la révolution citoyenne. Vous y avez contribué avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'efficacité. La parole est à Madame Obono. Président, mes chers collègues. Alors effectivement, on a une discussion où y compris beaucoup de députés de la majorité sont intervenus, ce qui est très intéressant. J'aurais bien aimé que sur d'autres questions plus larges, on ait autant de débats. Mais c'est positif, y compris parce que, en tout cas, nous sommes d'accord sur la nécessité de clarifier, tenir des comptes, donner des justificatifs. C'est y compris ce à quoi nous nous astreignons nous-mêmes, et c'est très bien que ce soit clarifié. Je pense qu'on pourrait, y compris, améliorer un peu. Je suis d'accord avec d'autres collègues sur le fait qu'il faut faire une avance, parce que sinon, c'est une inégalité sur celles et ceux qui ont les moyens de l'apporter. Sur le fait qu'y compris sur les contrôles aléatoires, l'Assemblée pourrait permettre de donner, d'aider avec des commissaires aux comptes qui aident les députés, parce que comme on le fait pour la gestion financière, donc il y a des choses à faire. Mais
Là où je pense qu'on va avoir peut-être un désaccord, c'est l'idée que c'est ce débat-là qui permettra de lever les suspicions sur la vie politique, sur la vie publique, y compris sur la gestion de l'argent dans la vie publique. Et j'en suis désolée, si c'était aussi simple, ça voudrait dire que le problème de la suspicion dans la vie publique est dû à ce type de malversations qui sont désolables et qu'il faudrait qu'ils n'existent plus. Mais ce n'est pas le cas, chers collègues. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer et que nous allons encore essayer, les quelques heures qui nous restent, d'expliquer. Parce que la crise démocratique, la crise dans les institutions est bien plus profonde et ne concerne pas que les parlementaires. Et on le voit dans le décalage entre les interventions, le temps mis sur les débats, sur le détail de la vie parlementaire et sur tout le reste qui devrait intéresser nos débats. Parce qu'y compris quand nous citions des exemples, et je vous enjoins à lire aujourd'hui le journal L'Humanité, et ce qui est révélé dans ce journal sur des opérations, je pense que nous devrions prévenir et que ce serait notre responsabilité de le faire. Je pense qu'on a là l'exemple, et malgré ce qu'en disait Madame la garde des Sceaux, de ce qu'il faudrait faire et de ce que vous nous avez choisi de ne pas faire aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour. Non, pas du tout. Non, je voudrais rebondir sur le propos de la ministre qui disait ce matin donc à Europe 1, le projet va passer. Moi, à l'inverse, je n'aurais pas envie de m'indigner, je n'ai pas envie de faire ici de l'hypocrisie. Oui, on sait que le projet va passer. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on a un Parlement qui aujourd'hui est une chambre d'enregistrement des désirs du président. Alors, je sais qu'on va se récrier, mais je voudrais tout de suite dire que pour moi, ce n'est pas un phénomène qui est propre à Emmanuel Macron, qu'on a déjà vu ça avec certes des frondeurs, mais sous la présidence de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. Maintenant, oui, on nous laisse parler, on nous laisse rectifier, on nous laisse retoucher les virgules. J'ai l'impression, moi, depuis 3 jours, qu'on a des débats sur le sexe des députés comme les théologiens avaient des débats sur le sexe des anges, quoi. En se demandant, alors qu'est-ce que c'est qu'un concubin? Est-ce qu'on peut embaucher le beau-frère? Ainsi de suite. Je pense qu'il y a des enjeux qui peuvent être un peu plus larges que ça. Et mon sentiment, c'est qu'il faut le dire aux Français. Il faut dire aux Français que ce n'est pas ici que nous légiférons. On fait de la figuration. On fait de la figuration, les vrais projets, ils sont aujourd'hui portés par la présidence de la République, relayés par le gouvernement, et nous, on vient retoucher à la marge un certain nombre de ces projets. Et je pense que si on voulait rétablir la confiance dans l'action publique, et en particulier dans le Parlement, la question, ça ne serait pas seulement les embauches de ceci et de cela, l'IRFM, les indemnités, le machin, mais ça serait de se demander comment on fait pour que le Parlement ait un vrai rôle en matière de législation, qui puisse fixer ses propres priorités, son ordre du jour, et ainsi de suite. Et je pense que le cœur du débat aujourd'hui pour l'action publique, ça devrait être de se demander comment on fait pour couper le cordon entre l'exécutif et le législatif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais effectivement revenir sur cette question de l'IRFM, et plus précisément telle qu'elle avait été envisagée dans le projet du président de la République au moment où il candidatait à la fonction présidentielle. En effet, comme l'a rappelé notre collègue du MoDem, le texte prévoyait cette fois-ci une fiscalisation intégrale à la fois de l'indemnité de parlementaire et de l'indemnité représentative de frais de mandat. Madame la ministre, tout à l'heure, vous venez de développer un certain nombre d'arguments consistant à dire que le fait d'aller vers une fiscalisation intégrale était une très grande erreur. Et vous avez développé, je ne vais pas égrener à nouveau ces arguments. Donc finalement, 2 cas de figure. Ou alors l'impréparation de ce programme était telle que vous êtes obligé maintenant de vous rendre compte que c'était une erreur, et j'espère que cette impréparation du programme de La République En Marche ne va pas se retrouver sur trop de sujets, parce que c'est le premier point. Ou alors, deuxième cas de figure, s'il ne s'agit pas d'une impréparation, nous avons du mal à comprendre pourquoi vous ne vous rangeriez pas aux amendements que nous avons proposés dans ce sens. Ce sont des amendements que nous considérons des amendements de bon sens. Et comme par ailleurs, vous êtes toujours très allant pour vous réclamer du programme de M. Macron, pourquoi, sur ce point précis, vous vous écartez du projet du président de la République? C'est une question que l'opposition peut légitimement poser et à laquelle elle peut légitimement espérer une réponse claire, précise et sincère de votre part. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. Madame Obono. Merci, Monsieur le Président.
Alors effectivement, l'opposition, LR a beau jeu de montrer les contradictions de la majorité, et je pense que c'est tout à fait légitime. En même temps, comme je pense qu'on est certains nombre à l'avoir dit, il me semble que l'Assemblée nationale n'est pas là pour appliquer le programme d'un président. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'Assemblée nationale, il suffirait de donner au Conseil national du parti majoritaire ou à son bureau politique la possibilité de faire les lois. Et il me semble que ce n'est pas ce que nous voulons comme réforme constitutionnelle. Et donc, nous en resterons à ce qui est notre rôle, de faire y compris bouger et avancer le débat démocratique en tenant compte des points de vue des différentes sensibilités qui représentent aussi la population et le peuple. Après, effectivement, là où c'est juste et c'est assez révélateur les priorités données par le gouvernement et la majorité dans ce projet de loi, peut-être plus si symbolique que ça, mais quand même qui va être brandi comme le résultat d'une séance extraordinaire, des contradictions dans le fait de choisir, de mettre tant d'énergie sur quelque chose dont tout le monde reconnaît le bon sens. Il y a des arguments ici pour dire qu'il faudrait préciser, mais c'est à la rigueur normal. Mais tant d'énergie et tant de force sur ces éléments-là, et ne pas mettre autant d'énergie et de force sur d'autres questions qui, à notre sens, permettraient vraiment de répondre aux enjeux. Vous parliez par exemple, là, la question de l'augmentation des indemnités. Pour moi, ce n'est pas des rémunérations, ce sont des indemnités. Mais ce serait simple si on envisageait l'échelle de 1 à 20 des salaires ou des indemnités qu'on considérait à partir du moment où une catégorie s'augmente, elle doit l'augmenter aussi pour les plus basses catégories. C'est ce que nous proposons dans nos amendements et peut-être que ça vous fera réfléchir et permettra de régler vos contradictions internes. Non, Monsieur Hetzel, vous avez la parole sur l'amendement numéro 22. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objectif de prévoir qu'un décret en Conseil d'État puisse définir les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du gouvernement dans la limite de plafond qu'il détermine et sur présentation de justificatifs. En somme, parallélisme, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif aujourd'hui, à travers ce projet de loi, impose un certain nombre de règles, évidemment, au pouvoir législatif. Ce que nous disons, par parallélisme des formes, il faut que la même chose soit appliquée à l'exécutif. Donc l'avis de la commission est défavorable. C'est un amendement. On l'a déjà évoqué en commission très longuement et la commission avait déjà exprimé par son vote, avait repoussé cet amendement. Donc la commission n'a pas changé d'avis pour les raisons que je vais vous exposer. Nous avons estimé que les frais liés à l'exercice des fonctions ministérielles, les frais de réception, de représentation ou de déplacement étaient pris en charge sur le budget du ministère, qu'il ne s'agissait absolument pas d'une avance comme l'IRFM actuel et que les crédits budgétaires ainsi dépensés pouvaient faire l'objet d'un contrôle, notamment par les rapporteurs spéciaux des commissions des finances, donc par le Parlement. Donc ce dispositif nous apparaissait suffisant. Donc la commission émet un avis défavorable. S'il vous plaît, Madame la Ministre. Monsieur le Président, merci. J'émets un avis défavorable. Et je suis tout à fait cohérente avec mon propos, puisque je vous rappelle que sur les collaborateurs ministériels, j'avais souhaité que cela ne figurât pas dans la loi, vous expliquant hier que nous avions déjà un décret, celui du 14 juin 2017, qui prenait de manière encore plus large et plus approfondie que la loi qui a été adoptée des dispositions interdisant le recrutement des collaborateurs familiaux pour les ministres. Et donc, dans la même logique, j'estime que le principe de séparation des pouvoirs fait que nous ne pouvons pas ici adopter cette disposition. Au demeurant, je rappelle que l'ensemble des dépenses d'un ministère est retracé dans les documents budgétaires, que ces documents budgétaires sont vérifiés par la Cour des comptes avec énormément de précision et de rigueur. Et d'autre part, oui, vous trouvez tous les éléments nécessaires à cette fin dans les documents de la Cour des comptes. Et d'autre part, je rappelle que les rapporteurs, comme vient de le souligner Madame la rapporteure, les rapporteurs des commissions des finances des deux assemblées ont accès à l'ensemble des documents. Merci Madame la Ministre. Monsieur... Oui, moi je trouve que cet amendement est une fois de plus révélateur. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le raisonnement juridique est confus et le raisonnement politique est faux.
Parce que ce que constateront tous les Français, s'ils s'intéressent encore à nos débats au bout de plusieurs jours où on a parlé, j'allais dire, de détails au lieu de se concentrer sur l'essentiel, c'est que ce qui est valable effectivement pour les parlementaires ne l'est pas pour le gouvernement et a fortiori pour le chef de l'État. Bon, c'est tout simplement quelque chose d'insupportable au vu de la situation politique que nous vivons et des affaires qui ont émaillé depuis plusieurs décennies maintenant la Ve République. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que surtout, ça révèle autre chose. J'entendais Madame la ministre qui disait « il n'y a pas de rétropédalage. Nous n'avons pas changé d'option ». Alors, ok, j'entends bien ça. Ça veut dire qu'en réalité, l'option depuis le départ, c'était de faire une loi qui pointe du doigt de manière tellement urgente qu'il fallait une séance extraordinaire pour discuter de l'IRFM, pour discuter de la réserve parlementaire, qui pointe de doigt les parlementaires. Je trouve que finalement, c'est assez complémentaire de la vision hyper présidentialiste d'Emmanuel Macron, de ce qui s'est révélé au moment du Congrès, et que de ce point de vue-là, le Parlement le gêne. Cette loi vise à faire en sorte de l'affaiblir et à le pointer, j'allais dire, comme responsable unique des questions de moralisation publique vis-à-vis de nos concitoyens. C'est quelque chose d'anormal. Alors, Monsieur Coquerel, vous avez la parole sur l'article 7 ter. Bien, nous sommes favorables à cet article qui vise à étendre la vérification fiscale sur les membres du gouvernement à toutes les impositions, avant seulement l'impôt sur le revenu et l'ISF. Ça permettra notamment, par exemple, d'éviter des cas récents comme M. Thévenoud et sa phobie administrative. Et ça permet d'éviter de nuire à l'État en contrôlant la probité de ceux qui vont l'incarner. Donc il nous semble que là aussi, ça va, pour le coup, ça va dans le bon sens. Merci. Merci. Je mets donc aux voix cet article 7 ter. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, l'article est rejeté. Ils ont voté contre. Bah oui. Il faut être attentif. Chers collègues, quand je mets au vote un amendement, c'est un amendement. Quand je mets au vote un article, c'est un article. J'appelle l'examen de l'article 8. Monsieur Corbière étant absent, je vous donne la parole. Monsieur Coquerel. Bien, c'est un article qui demande plus de transparence au niveau du renforcement du contrôle de comptes des partis politiques et un encadrement de leur financement. Nous sommes pour, mais nous pensons et nous le disons qu'il ne va pas assez loin. Il ne va pas notamment assez loin, puisqu'on parle souvent de ce que les Français attendent sur la question des donateurs d'un certain niveau qui pourraient après se révéler, j'allais dire, non plus des donateurs, mais des gens qui demandent finalement rétribution par rapport au fait d'avoir donné pour la campagne. Donc, nous estimons qu'il doit y avoir une transparence des donateurs au-delà de 3 000 €, ce qui nous semblerait normal pour justement prévenir toute possibilité de conflit d'intérêts. Ça va dans le sens de la transparence. J'espère donc que non seulement l'article 8 sera adopté, mais qu'il sera adopté avec ses amendements. Merci. J'appelle le premier amendement qui est fait un amendement identique et qui est présenté par Madame Floren. Oui, merci Président. Justement, on y vient, la définition des partis politiques. Je ne sais pas si René Dosière a murmuré à nos consciences, comme le dit Monsieur Gosselin, mais en tout cas, il a éclairé nos auditions, notamment sur la question du financement des partis. Aucun texte légal ne donne de définition précise des partis politiques. En l'absence de définition, la jurisprudence du Conseil d'État considère que constitue un parti politique tout groupement soumis à la loi sur le financement des partis. La condition pour être un parti politique est donc de recevoir des financements en tant que parti politique. Avouons-le, cela est un peu juste. Nous pensons qu'il est nécessaire de poser une définition claire, d'autant qu'un tel flou participe à l'explosion du nombre de partis et de micro-partis qui est passé de 20 en 1990 à 451 en 2016. C'est pour cela que nous souhaitons préciser que constitue un parti ou un groupement politique toute personne morale de droit privé qui poursuit des objectifs politiques par la mobilisation d'adhérents et la participation à la campagne de candidats à des fonctions publiques électives. Oui, chers collègues, comme je ne pense pas que c'était le but de nos collègues du MoDem, moi je leur proposerais de retirer l'amendement. Je vous explique pourquoi. On peut tous considérer que des micro-partis construits uniquement pour être en gros une tirelire profitant de la manne publique est un problème. On en connaît tous.
Mais par cet amendement, en définissant effectivement ce qu'est un parti politique, c'est-à-dire, par exemple, inévitablement se présentant aux élections, vous restreignez le droit d'expression et le droit politique de beaucoup de courants de politique en France. Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord, la question n'est pas là. Mais par exemple, prenez les courants anarchistes traditionnellement, ne se présentent pas à des élections. Je ne pense pas qu'en tant que MoDem, vous souhaitiez restreindre la liberté d'expression et le droit de s'organiser de tels courants. Et c'est ce à quoi conduirait votre texte. Donc je vous propose de le retirer. Pour d'autre part, nous voterons contre sinon. Merci, Monsieur Coquerel. Madame Florennes. Oui, moi j'entends bien les remarques de Madame le ministre. Hein. Nous avions j'avais eu l'idée d'un amendement un peu plus précis que nous n'avons pas, avec ma collègue Laurence Vichniewski, souhaité déposer, qui était celui de relever les seuils. Puisque effectivement, là, ça posait un problème de démocratie et de pluralisme politique, on en a bien conscience. Ceci dit, moi je pense, vous soulevez un certain nombre de problèmes, je pense que quand même ce texte offre l'opportunité de préciser avec ce titre la question du financement des partis politiques. Et je crois que quand même, il y a la place pour travailler sur ce sujet. Il y a peut-être le temps, et nous sommes à votre disposition d'ici mardi prochain à la commission mixte paritaire, éventuellement pour trouver une précision. Je propose, en tout cas je fais cette proposition, et donc j'ai quand même envie de maintenir cet amendement. Voilà. Encore une fois, avec cet amendement, je crois qu'on ne cerne pas les vrais problèmes. Si certains collègues pensent que l'asphyxie de la vie parlementaire dans ce pays au profit d'un hyper-présidentialisme et en fonction du nombre de partis qui peuvent se présenter aux élections, je pense qu'ils se trompent totalement, à moins, et c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'ils soient des nostalgiques d'un bipartisme qui heureusement a fait feu, je dirais, et qui peut-être nous préviendra de toute tentation d'une dérive à la démocratie à l'américaine, qui, je vous rappelle, où il y a beaucoup de partis, mais dont le système fait que l'affrontement se fait entre deux partis qui, le moins qu'on puisse dire, ne remettent pas en question le système. Pour moi, je ne pense pas que ça soit la garantie d'un pluralisme politique, d'une meilleure démocratie. Donc nous, on s'oppose à cet amendement pour les raisons qui ont été excellemment présentées par M. Molac. Et c'est-à-dire, je crois qu'on ne peut pas à un moment donné se dire qu'on règle les problèmes en cassant le thermomètre. Si nos concitoyens estiment qu'ils ont besoin justement d'un certain nombre de partis, et si les partis eux-mêmes se présentent et ne sont pas capables de présenter des projets suffisamment attrayants pour, j'allais dire, éviter la nuisance, entre guillemets, d'une présentation d'une vingtaine de candidats, c'est d'abord et avant tout par rapport à la question des propositions politiques, du système dans lequel nous sommes, et non pas du nombre de partis qui se présentent. Donc je crois que tout ça est illusoire. En outre, moi j'ai confiance dans le peuple et dans l'intelligence du peuple et la souveraineté populaire, et je remarque que lorsqu'il s'agit justement de dissocier, de faire des vrais choix, qu'il y ait 10 ou 20 candidats, souvent il fait les bons choix, ou en tout cas il ne se trompe pas, lui, de jugement politique. Merci. La séance est levée. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie publique. Nous passons à l'examen de l'amendement 286 qui est défendu par Monsieur Dharréville. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement il est couplé avec un autre dont j'ai oublié le numéro, mais je le retrouverai, prévoit que la liste des donateurs soit rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lorsque les dons ou les prêts sont supérieurs à 2 500 €. Effectivement, quand on est prêt à donner de telles sommes à un candidat ou à un parti politique, eh bien évidemment, on peut en tirer une certaine fierté, donc il n'y a pas de raison de le cacher. Et donc nous proposons que tout ça soit rendu public pour participer donc à la transparence et établir les liens qui peuvent exister parfois entre un certain nombre de personnalités et d'intérêts qui peuvent être liés. Donc si la loi encadre les financements aux partis politiques, interdisant le don des personnes morales et limitant ceux des personnes privées, c'est bien pour éviter justement que la corruption s'en mêle. Et nous parlons ici de montants qui ne sont pas dérisoires. Cette publicité paraît légitime pour établir la confiance dans la vie publique. Merci. Avis défavorable au nom de la Commission en raison du respect de la vie privée des donateurs qui ne verraient pas d'un bon oeil nécessairement la publication de leur identité. Madame la Ministre. Avis défavorable également. J'y ajoute le respect de la liberté d'opinion, Madame la rapporteure. Merci Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste réagir
à ce que vient de dire l'interlocuteur précédent, je ne vois pas très bien en quoi un donateur physique, une personne physique qui ferait un don, pourrait automatiquement être assimilé à une tentative de corruption. Il me semble que c'est quand même juste la liberté de chacun, la liberté d'expression et d'opinion de pouvoir soutenir le candidat ou le parti politique que l'on souhaite soutenir sans que ce soit forcément une tentative de corruption. Je ne comprends pas très bien le lien entre les deux. Non, je réagis par rapport à la réponse de Madame la Ministre sur la liberté d'opinion et de ma collègue du Front National. On n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. On est en train de parler d'une loi qui est sur la question de la confiance dans la vie publique. Et la question de la confiance dans la vie publique, quand il y a autant d'intérêts financiers en jeu par rapport à des pressions et des conflits d'intérêts vis-à-vis d'élections et de partis, elle doit nous amener effectivement de manière naturelle à savoir quelle est la liste des donateurs au-delà d'une certaine somme, ne serait-ce que pour que les électeurs soient éventuellement éclairés après sur les agissements de tel ou tel responsable politique vis-à-vis de ces donateurs. Donc, puisqu'on parle de transparence, puisqu'on estime que les députés doivent être, de ce point de vue-là, exemplaires en rendant public tous les frais, tous leurs frais, etc., je ne vois pas sur quelque chose qui est évident, parce que il est évident qu'il y a eu ce genre de fait dans la vie politique et qu'il y en aura encore, c'est-à-dire la pression du monde financier, des lobbies vis-à-vis des politiques, je ne vois pas en quoi ça serait uniquement une question de liberté d'opinion. Au-delà d'une certaine somme, ça me semble naturel qu'il y ait cette transparence. Alors cet amendement vise à éviter ce que nous avons vu trop souvent durant ces élections législatives. En effet, sur tous les panneaux électoraux occupés par La République En Marche, nous pensions voir des candidats différents, 577 candidats différents, et nous avons vu 577 candidats identiques. Alors au-delà de l'anecdote qui a donné lieu à toutes sortes de détournements sur les réseaux sociaux qui étaient parfois très drôles, je trouve qu'il y a là tout de même un sujet qui interroge. Le président de la République, dès lors qu'il est élu, est président de tous les Français. Et à mon avis, le fait d'être candidat dans les 577 circonscriptions est une forme de, comment dirais-je, peut-être pas de trahison, le terme est trop fort, mais en tout cas, mes chers collègues, seule Madame Genevard a la parole. D'une distance à l'égard de la fonction qui est devenue la sienne lorsqu'il a été élu président de la République. Et cet amendement vise à éviter que dans 5 ans, certains aient la tentation de refaire la même chose. Non, mais c'est œuvre de salut public, parce que moi je pense à ces millions de Français qui ont été trompés. Et mes chers collègues, ils ont cru élire Emmanuel Macron au Parlement. Ne croyez-vous pas qu'ils ont été déçus quand ils ont réalisé qu'en réalité, ils avaient été trompés à l'insu de leur plein gré et qu'ils n'avaient pas élu Emmanuel Macron? En plus, s'il vous plaît, mes chers collègues, une très mauvaise leçon d'institution et de sciences politiques, puisque le président n'est pas le patron de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Et donc, vous donnez quelque part une forme de fusion qui brouille les idées des gens. S'ils pensent que le président de la République est responsable devant le Parlement, c'est qu'il n'est pas. Et c'est ainsi qu'après, on se retrouve avec des tentations de congrès qui viennent finalement encore plus brouiller les lignes, et on ne sait plus qui fait quoi dans cette République. Alors, comme depuis le général Boulanger, qui, comme vous le savez tous, s'était présenté à plusieurs élections législatives avant de démissionner à chaque fois pour se représenter, et comme le général Boulanger, ça a un siècle, eh bien, je vous propose de moderniser et de soutenir cet amendement en interdisant ainsi aux gens qui ne sont pas de la circonscription d'être sur l'affiche. Merci, Monsieur Aubert. Nous passons à Monsieur Bernalicis pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme à son habitude, Monsieur Aubert a en partie raison. Il a en partie raison, mais il a en partie tort également. Bon, non, mais il questionne quelque chose d'intéressant, et cet amendement questionne quelque chose d'intéressant. Ça questionne. S'il vous plaît, laissez parler votre collègue. Merci. S'il vous plaît, oui. Ça questionne la Ve République et la monarchie présidentielle en réalité. Et cette histoire d'inversion du calendrier, puisque ça ne vous a pas échappé, ou peut-être ça vous a échappé, mais sur nos affiches de la France Insoumise, il y avait notre président de groupe, notre honorable président de groupe, qui était présent aussi sur nos affiches. Et c'était intéressant en termes d'identification politique. Bon, alors soit on dit on est sous la 5e, on veut personnaliser
présidentialisée, jupitérienne, bon, j'ai pas l'adjectif, et à ce moment-là, on y va à fond, soit effectivement, cet amendement, il devrait aller au-delà, plus loin, et questionner l'inversion du calendrier électoral, le fait de mettre les législatives après les présidentielles. On a d'ailleurs quelques amendements qui vous proposent de doucement déconnecter les législatives des présidentielles, afin qu'on soit tous effectivement des représentants de nos circonscriptions. Mais en même temps, avec la 6e République qu'on propose, tout ça sera balayé, puisqu'on mettra tout à plat, et on pourra sortir de cette logique affreuse de la 5e République, et je suis sûr que nous allons tous tomber d'accord là-dessus dans peu de temps, une fois que l'Assemblée nationale aura été dissoute une première fois. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Abad, pour l'amendement 510, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Oui, mais comme l'a dit ma collègue Valérie Rabault, je crois que ça pose des questions plus importantes que ce que l'on croit. C'est la place des élections législatives. Aujourd'hui, il y a un électeur sur 2 qui ne s'est pas déplacé aux élections législatives. Pourquoi? Parce que malheureusement, trop souvent, c'est considéré comme un enregistrement des résultats des présidentielles. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est mettre les élections législatives en même temps que les élections présidentielles pour éviter justement ce genre de comportement qui fait que finalement, ça ne sert à rien d'être élu sur une circonscription. Et je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, c'est une manière de créer de l'illisibilité et de l'incohérence politique en tant que telle. Oui, alors c'est le même genre d'amendement. Alors d'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous expliquent ici que ça concerne en réalité la question du président de la République et pour tout dire d'Emmanuel Macron, et qui, fort justement, ne se posaient effectivement pas la même question au moment où régnait une espèce de bipartisme dans ce pays vis-à-vis de leur candidat. Je vous rappelle que l'amendement ne dit pas la photographie du président de la République, etc. Il dit d'une autre personne. Donc si on vote votre amendement, ça veut dire effectivement qu'on en arrive à faire en sorte qu'un responsable de parti ou quelqu'un ne peut même pas apparaître comme avec le soutien d'eux. Bon, donc, comme j'ai compris que ce n'était pas de ça dont il était question, pour vous, que ce qu'il était question, c'est en réalité le président de la République, moi aussi je dénonce une hypocrisie. Parce que, chers collègues, vous expliquez que finalement l'inversion, il faudrait revenir le même jour à une élection présidentielle législative. Mais je vous dis, il faut aller plus loin. Tout le problème aujourd'hui, c'est que ce régime est phagocyté par la question de la présidentielle, d'une monarchie présidentielle, et qu'effectivement le Parlement est mangé par cette démocratie. Mais c'est ça qu'il faut poser. Alors ne posons pas, surtout que de la part de partis qui, sauf erreur de ma part, ne contestent pas la Ve République, ne trouvez pas après ça des artefacts pour quelque part dire cette fois-ci nous avons perdu et nous n'acceptons pas d'avoir perdu par des gens qui respectent finalement la République que vous avez instituée. Soit vous êtes pour la 6e et dans ce cas allez jusqu'au bout, mais pas par ce genre d'amendement. Merci Monsieur Coquerel. L'amendement 184, s'il vous plaît, par Madame Taurine. Pardon. Oui, donc nous revenons vers vous cette fois par rapport à toujours par rapport à la transparence, mais cette fois c'est par rapport à la somme, non pas attribuée à un parti, mais à un candidat ou une liste lors des campagnes électorales. Donc ce que nous demandons, c'est que lors d'un don d'une somme supérieure à 3 000 €, la liste des donateurs soit rendue publique. Donc le manque de transparence dans les financements de campagne prête à suspicion. Donc pensez-vous qu'il soit normal que des grands groupes financiers, par le biais de leurs représentants, viennent d'influencer une campagne en faisant des dons à certains candidats? Nous pensons que ce n'est pas possible. Par conséquent, nous proposons l'amendement que je viens d'énoncer. Passer à la discussion portant sur l'article 9 bis, avec plusieurs inscrits sur cet article 9 bis. Monsieur Corbière, c'est Monsieur Coquerel qui prend la parole. Vous avez la parole. Oui, je vais défendre contre l'article 9 bis, et pour économiser du temps à nos collègues, ça vaudra aussi défense contre l'article 10. Parce qu'on voit bien à travers ces articles qu'on essaye d'aménager, tant que faire se peut, le fait que la vie politique, le financement de campagne, de crédit dépendent en réalité du système banquier privé. Bon. Et ça, c'est quelque chose de problématique. Évidemment que la vie démocratique de notre pays dépend du bon vouloir de banques d'accorder un crédit, du montant du crédit. Inutile de dire que pour des partis comme les nôtres, par exemple, qui contestons justement le système financier international, c'est parfois moins facile que pour des partis qui en font la promotion. Et de ce point de vue-là, ces articles qui parlent de médiateurs, qui parlent de faire intervenir la Banque de France, bon, ceci de méritoire qu'ils aménagent, qui toilettent légèrement le système, mais ça ne le change pas. Il faudrait aller vers
un système de financement public, est-ce que ça passe, là aussi ça interroge la question du système bancaire par une banque publique, toutes ces interrogations est nécessaire. On ne peut pas le faire à cause de l'article 40 de la Constitution, mais du coup ce qu'on nous permet là d'aménager n'est évidemment pas suffisant. Merci Monsieur Coquerel. Je n'ai pas d'autres inscrits sur l'article 9 bis. Nous allons donc procéder à l'examen des amendements à cet article 9 bis. Concernant l'amendement 440 qui est présenté par M. Giraud n'est pas là, mais il a été accepté par la Commission. Madame la rapporteure, pouvez-vous nous donner l'avis de la Commission, s'il vous plaît? C'est un amendement de précision, avis favorable. Madame la ministre. Favorable. Nous passons au vote concernant... C'est un amendement qui est accepté par la Commission. L'amendement est donc défendu par la Commission. Monsieur Christian Jacob, pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. De deux choses l'une. Soit c'est un amendement de la Commission. Il n'y a pas d'ambiguïté. En revanche, ça ne peut pas être un amendement d'un de nos collègues qui est seul signataire sur la fiche que nous avons, qui n'est pas présent. Cet amendement ne peut pas être mis aux voix. C'est aussi simple. Il tombe. Alors, il est de tradition constante, me dit-on, que dans ce cas de figure-là, la Commission peut reprendre à son compte l'amendement. Souhaitez-vous le reprendre, Madame la Présidente? Nous allons donc porter au vote cet amendement 440. Madame Batho, un rappel au règlement, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 du règlement. Un amendement peut être repris si l'auteur de cet amendement est là pour le défendre et décide, par exemple, de le retirer. À ce moment-là, un autre parlementaire peut le reprendre. Ou un amendement peut être à n'importe quel moment de la séance déposé par la Commission. Mais effectivement, là, on serait dans un cas de figure inédit. La Commission a la possibilité, sur la base de l'article 88 du règlement, de pouvoir justement reprendre l'amendement. Nous allons donc pouvoir... Monsieur le Président Jacob. Non, Monsieur le Président, je pense que le déroulement de la séance... Le déroulement de la séance se passe correctement, simplement, on respecte le règlement. On ne peut pas accepter par opportunité un amendement. Les règles sont très claires sur le dépôt d'amendements. Cet amendement, soit il est repris par la Commission, mais comme l'a rappelé à juste titre Madame Batho, il faut effectivement que le signataire de l'amendement soit présent dans l'hémicycle et dise défendu ou le retire. Et à ce moment-là, un de ses collègues ou la présidente de la Commission peut le reprendre. Mais il ne peut pas y avoir un règlement à deux vitesses. Si vous maintenez, moi je demande une suspension de séance, je veux qu'on applique le règlement, on ne l'applique pas, mes chers collègues. Monsieur le Président Jacob, cette suspension de séance est accordée pour 5 minutes. Mes chers collègues, la séance est reprise. En principe, ne peuvent être appelés que les amendements qui sont soutenus en séance par un de leurs auteurs. Toutefois, conformément à une pratique constante et conforme au règlement, un amendement accepté par la commission saisie au fond et dont aucun des cosignataires n'est présent en séance, s'il en émet le souhait, peut être défendu par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. La présidence a été informée de l'intention de M. Giraud. La commission était donc parfaitement habilitée à défendre cet amendement. Je souligne qu'il y a un nombre considérable de précédents sous toutes les législatures. Madame la Présidente, vous me confirmez que vous avez donc bien défendu l'amendement 440 accepté par la Commission lors de sa réunion d'article 88? Oui, je le confirme. Merci, Madame la Présidente. Je vais donner du coup la parole à Madame la Ministre pour qu'elle puisse nous donner l'avis du gouvernement.
J'hésite, Monsieur le Président, mais je crois que je vais donner un avis favorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Personne ne souhaite intervenir sur l'amendement 440 qui a reçu un avis favorable du gouvernement et de la commission. Je mets donc aux voix l'amendement 440 qui est pour, qui est contre. L'amendement 440 est désormais adopté. Nous avons un dernier inscrit sur l'article 10. Mon cher collègue, vous avez la parole. Je crois qu'il faut aller vers des choses simples. D'abord, dire que le fait que des candidats à une élection ne puissent pas trouver le moyen de se financer, quel que soit leur parti politique, quel que soit leur engagement, est un véritable scandale. Et que le fait de trouver une solution sera à l'honneur de chacune et chacun d'entre nous. Mais la solution, elle est extrêmement simple. Assurer sur le territoire national une activité bancaire relève d'une autorisation administrative. On ne peut pas être banquier simplement comme ça. Eh bien, il suffit que l'État impose en contrepartie le fait de financer les campagnes électorales pour l'ensemble des organisations bancaires, sans créer un théodule de plus, sans créer un organisme de plus. L'État a les moyens de faire de manière extrêmement simple et sans que cela ne coûte 1 euro aux contribuables. Pour Monsieur Furst, nous n'avons plus d'orateurs inscrits sur l'article 10. Monsieur le Président Mélenchon, je vous en prie. Il est vrai que je suis un peu pris de court car je souscris totalement à ce que vient de dire notre collègue. Et l'occasion est belle pour moi de rappeler les conditions d'hypocrisie misérable dans lesquelles nous pataugeons. Nous allons d'une banque à l'autre, qui, soit parce que notre tête ne leur revient pas, soit parce qu'ils ne croient pas à ce que nous faisons, décident de ne pas nous prêter d'argent, parfois décident de nous en prêter puis changent d'avis en cours de route, et pour finir nous accordent des prêts extrêmement importants, mais qui sont évidemment conditionnés à la présence d'une assurance, laquelle ne nous répond qu'après le résultat des élections. Voilà, c'est ça que nous vivons. C'est insupportable et nous n'avons pas à mendier des banques, elles veulent bien participer à une démocratie dont elles profitent assez largement et même trop largement à mon goût. Par conséquent, notre collègue a parfaitement raison de dire qu'il suffirait d'un amendement, d'un mot, d'un sous-amendement pour que les banques soient contraintes de nous répondre et surtout de nous prêter, car de leur réponse peu nous chaud, ce qui nous compte, c'est l'argent. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Madame Batho, vous avez la parole. Un mot pour souscrire à tout ce qui vient d'être dit au nom de notre groupe, souscrire aux dispositions de cet article et juste rappeler que ce à quoi nous sommes confrontés au niveau des pratiques bancaires concernant la vie démocratique concerne aussi aujourd'hui en France des milliers de petites entreprises, des milliers d'agriculteurs, des milliers de ménages qui sont confrontés aux mêmes pratiques bancaires. En ce qui concerne les agriculteurs, sur des dispositions qui sont aussi soutenues par l'État ou pour la politique agricole commune, et qu'il serait intéressant dans d'autres cadres d'auditionner les médiateurs du crédit qui n'arrivent pas à faire obéir les banques. Merci beaucoup, Madame Batho. Nous en avons donc fini avec les orateurs inscrits sur l'article 10 et nous pouvons passer à l'examen des amendements. J'appelle l'amendement 343 présenté par Madame Jacquier-Laforge. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on a tous dans cet hémicycle vécu une campagne extrêmement courte. Et le problème qui s'est... Allez-y, madame, je vous en prie. Excusez-moi, donc je crois... Voilà, et la difficulté qui s'est posée, effectivement, c'est que nous n'avions pas de réponse de la part des banques par rapport à notre demande de prêt pour la campagne. C'est pour ça qu'effectivement, en commission, il a été adopté un délai raisonnable, et c'est pour ça que par mon amendement, étant donné, ça avait été souligné par Madame Moutonnière également, que ce délai raisonnable devait être spécifié, c'est pour ça que mon amendement propose 1 mois pour que la banque puisse donner son avis ou son refus qui permet ensuite de commencer les procédures auprès du médiateur du crédit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Jacquier-Laforge. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ?
L'avis de la commission est défavorable. Nous avions considéré effectivement que le délai raisonnable nous paraissait être une bonne disposition et que fixer un délai trop fixe peut s'avérer contraignant, voire contre-productif. Donc, avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, même observation. Dans certains cas, par exemple, le délai d'un mois peut être trop long, dans d'autres, pas adapté. Donc, nous donnons un avis défavorable pour cette raison. Je mets aux voix l'amendement 343 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous passons à l'examen de l'amendement suivant, l'amendement numéro 311. Mes chers collègues, je suis à une place qui nous permet de voir les votes sur l'ensemble de ces bancs et sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle. Je vous garantis que l'amendement et que le vote ne souffrent d'aucune contestation et nous passons, s'il vous plaît, à l'examen de l'amendement numéro 311 qui sera défendu, je vous en prie, par le groupe de la GDR. Mon cher collègue, vous avez la parole. Je vous en prie, vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, moi je connais pas trop les règles, mais est-ce qu'on peut encore demander un scrutin public pour l'amendement qui vient... Peut-être est acquis. On passe, vous défendez l'amendement 311 ? Non, mais je défends l'amendement 311, mais Monsieur le Président, alors, je vous en prie, on a tous vu que l'amendement était accepté tout à l'heure. Tout le monde l'a vu. Alors, on sera au foot, on demanderait la vidéo. Hein. Mais, alors, si nous étions au foot, il n'y aurait pas de vidéo, mon cher collègue, puisque la vidéo n'est pas reconnue. Monsieur le député, souhaitez-vous défendre l'amendement numéro 311 ? On fait un appel. Alors, le rappel au règlement de Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur Sur la le base Président. de quel article ? Sur la base de l'article 64, dans l'alinéa 1 ou alinéa 2, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a possibilité, lorsque le vote public, le vote à main levée est contesté, de demander un assis debout, et si l'assis debout est contesté lui aussi, de passer automatiquement à un scrutin public, en sachant qu'aucune prise de parole n'est autorisée entre les scrutins. Merci. Je vous remercie, Monsieur Lachaud, et je vous rappelle que seul le Président a la responsabilité du décompte des votes. Au demeurant, lui seul dispose d'une vision d'ensemble de l'hémicycle, lui permettant de dénombrer les effectifs des uns et des autres. Un vote acquis, tel que proclamé par le président de séance, ne peut être remis en cause. La contestation des résultats d'un vote constitue une remise en cause de la présidence et il en sera référé comme il se doit à la conférence des présidents. Je vous remercie infiniment. Sur la base de ce rappel, nous allons pouvoir procéder à l'examen de l'amendement 311. Je vous remercie. Est-ce que l'amendement 311... Voilà. Il s'agit de la contestation d'un vote. Il en sera référé à la conférence des présidents comme il se doit. Et je crois que nous pouvons avoir une vision plus précisément admise par chacun d'entre nous. Vous avez la parole pour l'amendement 311. Je vous remercie, Monsieur le député. Alors, Monsieur le Président, je vais le défendre, mais avec beaucoup moins de conviction que je ne l'aurais défendu précédemment, puisque même s'il était adopté, eh bien, vous le contesteriez. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous avons des demandes de parole sur cet amendement. Monsieur Ruffin, je vous en prie, vous avez la parole. Non, moi, je vais vous dire... Monsieur Ruffin, s'il vous plaît. Je ne sais même pas ce qu'il y avait dans l'article d'avant pour lequel on a voté. Mais franchement, vous savez, ouais. Mais non, mais écoutez, franchement, j'ai l'impression qu'on se fout de notre tronche, quoi.
Parce que là, on vote, on a... Laissons parler Monsieur Ruffin, s'il vous plaît. Monsieur le Président, manifestement, il y avait plus de bras qui se sont levés que la première fois que la deuxième. Vous n'en avez pas tenu compte. Il y a une opportunité de faire un assis debout. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais enfin, on peut jouer un petit peu. Et vous le refusez. Je veux dire... Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir demander un scrutin public sur tous les votes. Je veux dire, ça va nous prendre un temps fou. Plutôt que de juste regarder quand il y a une hésitation, vous avez le droit d'être hésitant, vous avez le droit d'avoir du doute aussi. Vous n'avez pas la science infuse, vous n'avez pas je ne sais pas si vous êtes géomètre de profession, mais vous connaissez peut-être pas exactement au doigt mouillé comme ça qu'est-ce qui se passe dans la salle. Donc juste, sans orgueil excessif, à ce moment-là, vous pouvez dire « Ok, on compte » et puis c'est tout. Je vous remercie, Monsieur Ruffin. Qui souhaite prendre la parole sur l'amendement 311? Je vous en prie, chers collègues. Oui, bonjour. C'est moi aussi ma première fois où je prends la parole, mais c'est une parole énervée. Il y a un mode de fonctionnement dans cette Assemblée que je ne comprends pas. On passe un temps fou à prendre des décisions incroyables. Il y a une forte attente de nos concitoyens par rapport à une situation économique. Et là, sur un vote auquel il y avait une... Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un vote public sur une question aussi mitigée que ça. C'est juste lamentable. Je suis écœuré par le mode de fonctionnement. Vraiment, c'est très décevant. Merci, chers collègues. Avons-nous d'autres prises de parole? Madame Mottin, je vous en prie, vous avez la parole. Mes chers collègues, laissons parler Madame Mottin. Un premier point. D'abord, on n'est pas là pour jouer, Monsieur Ruffin. On est là pour effectivement voter des lois. Et ça, c'est sérieux. Ce n'est pas un jeu. La deuxième chose, c'est qu'il y a ici un président et un seul. Et c'est Monsieur Rançon. Et je vous demande vraiment de le respecter, parce que c'est important pour la bonne tenue de nos débats et pour que chacun puisse s'exprimer. Laissons parler Madame Mottin, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ensuite, pour le vivre, je peux vous assurer que le point de vue qu'on a ici dans l'hémicycle et le point de vue qu'il a sont différents. Chers collègues, laissons parler Madame Mottin. Je vais prendre aussi la parole sur un amendement, puisque je suis là aussi pour prendre la parole sur l'amendement 311, puisque c'est pour ça que le président m'a donné la parole. Et donc, je voudrais quand même souligner que nous avons là un amendement qui me paraît intéressant, étant donné qu'il met en place une procédure transparente de nomination d'une personne qui aura, d'après ce qu'on vient de se dire avant, un pouvoir important pour nous, en tant que députés, pour pouvoir effectivement, à un moment, nous aider et peut-être contraindre des établissements bancaires à nous retrouver ici pour voter des lois et pas pour jouer. Merci. Merci beaucoup, Madame Mottin. Monsieur Dumont, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais partager les propos qui viennent d'être dits. Moi, je suis quand même assez effaré, mais je suis effaré parce qu'en fait, on va perdre du temps et on risque d'avoir une séance de nuit qui va se prolonger inutilement, alors il aurait simplement fallu prendre 1 ou 2 minutes de plus pour avoir un résultat clair. Voilà. Et je pense qu'il était nécessaire de simplement prendre le temps. Moi, je n'ai pas d'avis sur l'amendement, je voulais m'abstenir. Mais franchement, on a déjà 3 ou 4 séances de nuit dans les pattes. Si on peut juste éviter de se retirer à nouveau et de se remettre dans la tête plusieurs heures de débat et de scrutin public et d'attendre 5 minutes, etc., ça va, quoi. Je pense qu'on peut prendre un peu le temps et ça ira beaucoup mieux pour tout le monde, Monsieur le Président, mais avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment. Mais avec un respect partagé, Monsieur Dumont, je vous remercie de votre intervention. Monsieur le Président Faure, vous avez la parole. Si, Monsieur le Président, moi je crois qu'on ne va pas y passer la nuit, effectivement, et que le mieux serait quand même qu'on trouve un moyen d'avancer et de ne pas, les uns et les autres, s'énerver, d'en passer à des scrutins publics à répétition et d'arriver à une situation où nous offririons un spectacle qui ne serait pas tout à fait décent. Donc, Madame la Ministre, vous avez la possibilité, vous, de demander une seconde délibération au cours de laquelle il pourrait y avoir un scrutin public et au cours de laquelle donc, nous aurons la possibilité d'avoir enfin un vote clair et sans remettre en cause la présidence de l'Assemblée. Donc, je vous le demande, ou Madame la Présidente de la Commission, ou Madame la Ministre, vous avez cette possibilité-là. Donc, effectivement, engagez-vous sur cette deuxième délibération et qu'on en finisse pour avancer sur le texte tel que nous devons le faire. Madame la Ministre, bien sûr.
Monsieur le député, Monsieur le Président, il ne m'appartient pas de m'immiscer dans le fonctionnement interne de l'Assemblée et je respecte la décision qu'a prise le Président. Merci, Madame la Ministre. Dernière intervention sur cet article 311. Monsieur Riester. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je regrette vraiment que vous ne saisissiez pas cette opportunité qui vous est proposée par le Président Faure, parce que ça permettrait effectivement que tout le monde se remette sereinement au travail. Merci Monsieur Riester. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement 311. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 311 et je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est désormais ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants, 239. Exprimés, 218. Majorité, 110. Pour, 69. Contre, 149. L'amendement 311 n'est pas adopté. Monsieur Coquerel, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, chers collègues, Monsieur le Président. Laissons Monsieur Coquerel s'exprimer, voilà, s'il vous plaît. On vous a demandé des scrutins publics et on va continuer à le faire. Je voudrais dire juste une chose, c'est que je peux comprendre que l'erreur soit humaine, et même qu'on ait éventuellement une vision différente de l'Assemblée. Sauf que ce soir, ça fait 4 votes où il y a contestation. Le premier, tout à l'heure, c'était le vote 7 terre. D'accord ? J'ai demandé à votre collègue qui était à la place qu'il m'apparaissait qu'il y avait une erreur. Sa réponse a été le fait de le proposer de faire une autre délibération et me dire finalement que procéduralement, ça lui était impossible. Manifestement, il était assez favorable. Et me dire, sollicitez s'il vous plaît, Madame la Ministre, pour une deuxième délibération. Donc manifestement, c'est par cette forme qu'on permet d'avoir une deuxième délibération. Je dis ça parce que tout à l'heure, l'article 7 terre, dans les médias, ça a été repris avec un étonnement, parce qu'en commission, y compris par nos collègues d'En Marche, ça avait été voté. Donc manifestement, il y avait suffisamment d'ambiguïté par rapport à ce qu'on a vu dans la salle pour penser que cet article aurait dû être adopté par l'Assemblée. Maintenant, ça fait 4 votes. Moi, je vous demande une chose, c'est qu'effectivement, si vous ne voulez pas qu'on soit à plat, non seulement demain, vendredi, mais lundi, au point où on en est, à un moment donné, quand il y a des litiges de ce type, il faut être raisonnable et revenir sur un vote qui tranche la chose. Et je regrette que vous ne le fassiez pas. Je vous remercie, Monsieur Coquerel. Monsieur le Président Faure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chacun l'a bien compris, on va maintenant rentrer dans une phase un peu compliquée et tendue où la France Insoumise va, sur chaque vote, demander un scrutin public. Il faut 5 minutes pour chaque vote, donc on va passer beaucoup de temps, et donc non seulement nous ne finissons pas ce soir, mais même pas demain soir, et peut-être même pas en début de semaine prochaine. Je crois que personne n'a envie de donner ce spectacle. Et donc, Madame la Ministre, je reviens sur ce que je viens de dire. Vous nous dites que vous ne voulez pas vous immiscer dans les affaires du Parlement, mais c'est une affaire qui n'est absolument pas une immixtion. Vous êtes parti au débat et vous-même, vous avez ce droit qui vous est reconnu par notre règlement. Donc, la Commission, de la même façon. Et donc, je ne vois pas en quoi cela serait pour vous une immixtion, surtout quand elle vous était demandée par l'ensemble des groupes. À l'évidence, chacun a envie de pouvoir, sur cet amendement, avoir l'occasion d'exprimer un vote qui soit un vote clair. Donc, faites-le. Ça permettra d'arranger les bidons et d'avancer et de ne pas vivre une séance, une fois de plus, un peu apocalyptique. Merci. Merci, Monsieur le Président Faure. Madame Rabault. Moi, je m'inscris pleinement dans ce que vient d'indiquer notre président de groupe. Je voudrais rappeler que Madame la Présidente de la Commission, vous avez la possibilité de demander une seconde délibération. Cette disposition, je l'ai utilisée dans la précédente législature. C'était la première fois qu'elle avait été utilisée. Je pense que vis-à-vis de l'ensemble de nos collègues, si nous ne voulons pas, et pour aussi répondre à la question qui a été posée, si nous ne voulons pas avoir 5 minutes pour chaque amendement via un scrutin public, il est de votre responsabilité, et je pense que ce sera un geste que vous feriez vis-à-vis de l'ensemble de la représentation nationale, de demander une seconde délibération. Merci beaucoup, Madame Rabault. Nous allons procéder au scrutin public sur l'amendement 462. Mais avant de procéder au vote,
Monsieur Mélenchon, pardon, Monsieur Mélenchon, Monsieur le Président. C'est comme vous voulez, Président. Madame la ministre, je me permets d'ajouter ma voix à celle de mes collègues présidents. Nous souhaitons tous ne pas nous complaire dans une impasse qui met tout le monde mal à l'aise. Nous ne souhaitons pas déjuger la présidence de séance car nous mesurons la difficulté de la tâche. Sans doute la fatigue est-elle mauvaise conseillère ou ne permet-elle pas de faire les comptes aussi vite qu'on pourrait le faire. Donc de grâce qu'on revote et pour ma part je m'engage évidemment à retirer les autres demandes de scrutin public que je viens de déposer pour faire respecter nos droits. Voilà. De cette manière, nous sortirions tous par le haut sans que personne ne soit déjugé dans cette salle. Madame, c'est votre pouvoir. Dans d'autres circonstances, un ministre peut demander qu'on reporte un vote, qu'on déplace un vote. Là, vous avez cette possibilité, elle vous est demandée. Ce n'est pas si souvent qu'on demande à l'exécutif de nous dépatouiller. Si vous ne voulez pas, eh bien, nous continuerons. Que voulez-vous? Merci beaucoup, Monsieur le Président Mélenchon. Avant de procéder au scrutin public sur l'amendement 462, je vous annonce que je vous propose que nous puissions suspendre à l'issue de ce scrutin la séance pendant 5 minutes pour pouvoir discuter de ce sujet. Nous allons désormais pouvoir procéder au scrutin sur l'amendement 462 et je mets donc aux voix cet amendement 462. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Nombre de votants, 234. Exprimés, 209. La majorité est à 105, pour 184, contre 25. L'amendement 462 présenté par Madame Braun-Pivet est donc désormais adopté. La séance est suspendue pour 5 minutes. La séance est donc reprise. Nous allons aborder le vote de l'article 10. Et sur le vote de l'article 10, je vous indique, mes chers collègues, que je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Aubert, je vous donne la parole. Oui, mes chers collègues. Mes chers collègues, seul Monsieur Aubert a la parole, je vous en prie. Allez-y, Monsieur Aubert. Le bal des débutants, c'est drôle quelques minutes, mais je trouve que, très honnêtement, sur un texte qui concerne la confiance dans la vie politique, le spectacle que donne un Parlement à l'arrêt, où on joue à une guéguerre en faisant des votes à répétition pour essayer de faire plier d'un côté le vote de la présidence, de l'autre. Moi, j'avais voté d'ailleurs en faveur de cet amendement et sur le fond, si vous voulez, je partage l'avis de la majorité plus indécis. Mais en même temps, très collectivement, quand vous connaissez le coût horaire d'une session du Parlement, prenez votre salaire, vous le divisez à la minute et vous regardez combien de temps on a perdu et combien ça représente pour le contribuable. Je veux dire, à un moment donné, non mais on va pas passer. Moi excusez-moi, je pèse pas mes nuits. Laissons parler Monsieur Aubert, s'il vous plaît. Je pèse pas mes nuits pour jouer à ce type de guerre de bac à sable. Donc si on pouvait en sortir par le haut et examiner un texte qui intéresse la majorité de nos concitoyens, je crois que tout le monde y gagnerait collectivement. Merci Monsieur Aubert. Avons-nous, avant le vote, d'autres demandes de prise de parole? Monsieur le Président Mélenchon. Écoutez, franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. On demandait juste un geste de bonne volonté, vous ne le voulez pas. Que faut-il faire? Moi, je n'essaye pas de faire céder. J'essaye simplement de faire respecter un minimum de droits des uns des autres. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous nous dites que c'est trop cher? On vous dérange? Eh bien, débrouillez-vous entre vous. Nous, on s'en va. Voilà. Vous voterez la loi tranquillement, entre vous, sans avoir à subir l'inconvénient d'avoir des gens comme nous. Allez. Comme ça aura la loi qui aura toute la légitimité. Vous aurez modernisé la vie politique. Vous êtes entre vous. Allez, bonsoir. Merci, Monsieur le Président Mélenchon. Avant de passer au vote sur l'article 10, mes chers collègues, je vous demande un peu d'attention et un peu de silence.
Avons-nous d'autres prises de parole avant le vote de l'article 10? Monsieur le Président Faure, vous avez la parole. Seul le Président Olivier Faure a la parole. Je vous remercie. Bon. Pour que nous soyons clairs les uns avec les autres. Première chose, personne ici n'entend remettre en cause la présidence de séance. Nous avons un excellent président et personne ici ne conteste le fait qu'on puisse être neuf dans cette Assemblée et tous ceux qui sont ici ont une égale légitimité. Maintenant, il y a un sujet qui est un sujet assez simple et assez courant. Dans un hémicycle, il peut y avoir des moments où il y a un doute sur un vote. Et le règlement l'a y compris prévu parce que ces situations ne sont pas nouvelles et elles ne sont pas difficiles à gérer. Nous avons fait une proposition qui est assez simple aussi, c'est une seconde délibération. Tous les gouvernements l'ont utilisé et l'utilisent couramment. Vous verrez, en loi de finances, c'est extrêmement fréquent. Et cette deuxième délibération se place en fin de texte, à un moment où vous aurez la possibilité, les uns et les autres, de vous réfléchir, de voir ce que vous voulez faire, et donc d'avoir un vote qui sera certainement identique au premier, et donc vous n'aurez pas à regretter cette deuxième délibération. Et donc, si c'est un signe d'apaisement qu'il faut donner à l'Assemblée, donnez-le afin que l'image que nous donnons collectivement, parce que c'est quand même ce qui se passe, voir les insoumis s'en aller, voir les scrutins publics se multiplier, voir l'Assemblée moquer, ça n'est pas un bon signal que nous donnons à nos concitoyens. Donc, franchement, avançons ensemble, de concert, et faisons en sorte, Madame la Présidente, puisque vous en avez le pouvoir, vous avez de droit cette possibilité, annoncez simplement que vous demanderez cette deuxième délibération, et nous l'aurons en fin de texte, ce qui serait le plus convenable et franchement la meilleure façon d'avancer. Merci, Monsieur le Président Olivier Faure. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, je vous en prie, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Bon, on est sur un débat au sein de la majorité entre le groupe Modem et le groupe En Marche suite à un vote. Est-ce que, tout simplement, les deux présidents ne peuvent pas se voir, régler le sujet, et on continue, les deux présidents de groupe se voient, et puis on va continuer nos débats tranquillement, non ? Monsieur le Président, je pense que vous conviendrez qu'il y a eu des efforts, je pense, de la part de tous les groupes, au moins tous les groupes qui sont restés ici, pour que la séance se passe relativement bien et sur un texte qui aurait pu générer des tensions. Tout cela, chacun fait des efforts. Les collègues qui sont ici présents ont fait les 4 journées, ont fait 3 nuits pour être là. Je pense que le minimum, c'est qu'ils puissent voter sur ce texte. La conférence des présidents, on a de très nombreux exemples. Vous avez cité l'exemple tout à l'heure sur un amendement. J'attends d'ailleurs toujours de voir ces exemples. Mais passons sur ce sujet. On a eu à plusieurs reprises des conférences des présidents qui sont réunies le week-end, qui se sont réunis à 1h du matin, à 2h du matin, qui n'ont pas toujours été présidés par le président de l'Assemblée. Il arrivait que le président de l'Assemblée n'était pas là. Je pense tout ça, je remonte pas très loin. C'était sous la précédente législature. Il arrivait à plusieurs reprises que ça ne soit pas Claude Barthelone qui préside la conférence des présidents, qu'il la fasse présider par un vice-président. Donc tout ça est tout à fait possible. Donc là, on est vraiment sur un point de blocage qui est stupide. Et vous pouvez, Monsieur le Président, j'entends bien que le plateau vous donne un certain nombre de conseils et c'est normal. Mais vous pouvez aussi prendre vos responsabilités de vice-président. Et ça n'est pas aux fonctionnaires du plateau pour qui j'ai le plus grand respect, mais ça n'est pas systématiquement à eux de dicter la ligne politique. La ligne politique dans cette Assemblée, ce sont les députés qui la fixent et c'est vous qui assumez la présidence et c'est à vous de pouvoir réunir et convoquer cette conférence des présidents et d'avoir le feu vert parce que si le président de Rugy n'est pas joignable, je pense quand même qu'il y a au moins un membre de son cabinet qui est joignable. Parce que sinon, ça devient quand même très compliqué. Encore une fois, le ministre en charge des relations avec le Parlement n'est pas là. Le président du groupe En Marche n'est pas là. Le président de Rugy n'est pas joignable. Les membres de son cabinet ne sont pas joignables. Mais il y a quand même des limites à tout cela. Monsieur le Président Jacob, je vais vous affirmer que vous avez tout à fait raison et que je vais donc prendre mes responsabilités. La séance se poursuit et nous allons pouvoir examiner les amendements suivant. Amendement identique. J'appelle l'amendement 84 qui est présidé par le député Reiss.
La séance se poursuit. Monsieur Reiss défend-il l'amendement 84? Nous passons. Madame Forteza. Madame Forteza a la parole. Suspension de séance, s'il vous plaît. Madame Forteza, vous avez la parole. Suspension de séance, s'il vous plaît. La suspension de séance pour 5 minutes. La séance est reprise. Suite à cette suspension de séance, je tiens à vous indiquer que nous avons décidé donc de lever la séance. La prochaine séance aura lieu demain à 9h30 et procédera à l'examen de la suite des projets de loi ordinaire et organique pour la confiance dans la vie publique. La séance est levée.